Bienvenue dans Sciences Num, le podcast de Télécom Sud Paris. La grande école d'ingénieurs du numérique fait partie de l'Institut Polytechnique de Paris. Je suis Annick Deschenay. Dans ce podcast, je reçois des chercheurs et des chercheuses pour qu'ils nous exposent leurs travaux et leurs découvertes. L'idée est de partager avec vous les savoirs qui sont produits dans les laboratoires de recherche. Aujourd'hui, mon invité est Yannick Gottesman. Il est expert en optique et imagerie calculatoire. Bonjour Yannick. Bonjour Annick. On aimerait mieux vous connaître, vous et votre parcours. Oui, alors moi je suis enseignant-chercheur à Télécom Sud Paris. De formation, je suis physicien spécialisé en optique. Et au niveau du parcours, il y a une vingtaine d'années, je travaillais essentiellement sur les composants optoélectroniques, notamment les lasers, les fibres, etc., pour alimenter le trafic télécom via les fibres. Et puis plus récemment, je me suis tourné vers les applications en santé. Alors, qu'est-ce que vous cherchez à faire et qu'est-ce que c'est que l'imagerie calculatoire ? L'objectif, c'est de développer des approches instrumentales qui vont permettre de mieux voir les tissus. Ça peut être l'œil, ça peut être les frottis sanguins. Et quand je dis mieux voir, c'est changer, en fait, dépasser les limitations ou les limites connues en optique conventionnelle pour avoir des résolutions plus fines que celles qu'on peut obtenir avec de l'optique pure, puisqu'on développe des méthodes d'imagerie calculatoire, donc il y a un terme un peu spécifique, en essayant d'impliquer justement ces nouvelles technologies de sources qui ont été développées pour les télécoms, et puis les capteurs, etc. Donc c'est vraiment de développer des systèmes imageurs pour des applications de santé. C'est un sujet qu'on développe depuis une dizaine d'années, puisque il y a 20 ans, les composants télécoms se sont énormément améliorés, et on a cherché à voir quel potentiel ils pouvaient avoir dans d'autres applications. Et entre-temps, est aussi arrivé l'intelligence artificielle. On a une équipe mixte qui travaille à la fois sur des problèmes de physique optique et d'intelligence artificielle pour essayer de développer de nouvelles applications en santé. D'accord, mais quelle définition donnez-vous à l'imagerie calculatoire ? Oui, alors c'est une vraie question. Donc l'imagerie calculatoire, c'est des techniques d'imagerie sur lesquelles on mesure en fait des échantillons, si on parle de biologie, si on parle de spatial, on va essayer d'observer des étoiles. Et plutôt que de chercher à faire une image directe de l'objet, en fait, on va recueillir plein d'informations qui vont être processées par des calculs, des équations physiques, de façon à former une image la plus précise possible et qu'on ne pourrait pas avoir avec de l'optique classique. Donc c'est un jeu de modèles, de mesures qui vont être agrégées de façon à former une image et avoir de l'information en fait, sur l'objet. Donc il y a un a priori, c'est le modèle physique de ce qu'on cherche à observer. Vous avez cité des applications dans le domaine de la santé. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une pathologie sur laquelle vous travaillez ? Ça peut comprendre la leucémie ou le paludisme, les deux grands exemples en fait, qui sont intéressants pour les pays européens ou occidentaux. En fait. Sur la leucémie, en fait, une des questions qui se pose, c'est comment faire un diagnostic assez rapide et précis, tout en soulageant en fait, le temps expert, puisque c'est une vraie question. Et pour ça, il est nécessaire d'observer des surfaces d'échantillons les plus larges possibles pour détecter, par exemple, des globules blancs qui sont anormaux, des globules rouges aussi qui pourraient avoir des formes anormales ou des plaquettes qui ont aussi des propriétés un peu différentes de celles qu'on attend. Donc il s'agit en fait de faire un diagnostic avec une surveillance d'échantillons la plus large possible, de façon à repérer des événements rares sur ces surfaces qui sont très importantes. Et ça, on le fait avec des résolutions qui sont les plus élevées possibles, typiquement inférieures à 200 nanomètres, sur des surfaces de plusieurs millimètres carrés, voire du centimètre carré, de façon à repérer ces événements et être capable après d'identifier le type de leucémie et orienter le patient. Et donc il faut beaucoup de temps pour un expert ou pour ces systèmes d'imagerie, on espère pouvoir faciliter le travail. Mm-hmm. Par ailleurs, ces approches d'imagerie en fait, permettent de voir mieux avec des résolutions plus fines, mais aussi voir d'autres types d'informations que celles qui sont observées avec un microscope classique. Donc c'est aussi de développer des nouveaux marqueurs pour repérer des relations entre l'origine de la maladie et puis son expression réelle. Typiquement, découvrir de nouvelles relations entre mutations génétiques et formes morphologiques pour faciliter les diagnostics et évidemment mieux prendre en charge les patients. Vous avez cité l'arrivée de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que vous utilisez l'IA dans ces outils ? Alors, dans le travail, elle intervient suivant deux plans. Le premier, c'est pour réaliser ces images et obtenir ces images très, très spécifiques par la microscopie qu'on développe. Puisque dans ce type de microscopie, donc on a une super résolution qui est native par les principes qu'on utilise. Typiquement, pour fixer les ordres de grandeur, on peut avoir des facteurs de super résolution qui sont entre 5 et 6. C'est-à-dire qu'on augmente 6 fois la résolution qu'on pourrait obtenir avec un objectif de microscope conventionnel.
Et pour ça, le prix à payer actuellement avec les approches calculatoires qu'on emploie, c'est un temps de mesure qui va être assez long. D'accord. Si on utilise les outils d'intelligence artificielle pour former ces images, on peut gagner un temps assez important puisque le nombre d'expositions, donc le nombre de prises de vue de l'échantillon qu'on doit prendre va être réduit. Pour ça, on a développé un type d'intelligence artificielle assez spécifique. En tout cas, c'est la marque de fabrique de notre équipe. C'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones informés par la physique. Alors, dans ces réseaux de neurones, les équations physiques sont connues et résolues par les approches neuronales. Donc ça, c'est le premier axe de développement. Donc c'est pour améliorer les qualités d'image et puis réduire les temps de mesure. Le deuxième axe, c'est pour développer les marqueurs numériques et donc apprendre à détecter une cellule anormale et donc repérer très rapidement ces événements rares sur les frottis de façon à prendre en charge le patient. Et sur le paludisme que vous avez cité, ça ressemble à quoi vos travaux ? Là, pareil, il faut repérer des globules rouges qui sont infectés par le parasite. Et donc, l'enjeu est le même, c'est repérer quelques cellules parasitées sur des millions et des millions. Donc, les ordres de grandeur, c'est être capable de repérer un parasite parmi 800 000 cellules. Et donc, une analyse ultra précise. Ces automates pourront faire le travail. Un autre exemple d'application, c'est sur les questions de résistance aux médicaments. Typiquement, quand vous arrivez dans un service hospitalier et que vous êtes traité par antibiotiques, ce qu'on veut savoir assez rapidement, c'est est-ce que vous allez résister ou pas au traitement. Et donc actuellement, les procédés usuels, c'est de mettre en culture, de vérifier s'il y a une croissance ou pas de la bactérie. S'il n'y a pas de croissance, on imagine que le médicament est efficace, sinon il n'est pas adapté à la bactérie particulière. Et donc, si on est capable d'avoir des informations plus fines, potentiellement, ces phases de culture vont pouvoir être réduites, voire éliminées. Et donc, on pourra traiter le patient de façon beaucoup plus efficace, avec une prise en charge immédiate, plutôt que d'attendre 24 heures ou 48 heures pour savoir que le médicament n'est pas efficace. Et Yannick Gottesman, on imagine que vous travaillez avec des partenaires sur ces sujets. On travaille à la fois avec des industriels et des académiques et la PHP. Au plan industriel, on travaille avec une société qui s'appelle T-Life, qui est spécialisée en microscopie et qui cherche justement à commercialiser cette nouvelle génération de microscopie pour le diagnostic, donc réaliser des automates et puis des systèmes d'aide à la prise de décision pour les experts. Par ailleurs, on travaille évidemment sur les aspects un peu plus amont avec la PHP et puis pour valider aussi tous ces aspects, puisque comme le système est complètement nouveau, il s'agit de vérifier quand même qu'il sait rendre le service attendu et qu'il ait même comprendre un peu son potentiel au-delà des applications actuelles. Et les équipes aussi de la PHP sont souvent des équipes mixtes à PHP INSERM. Donc là, nous, on travaille avec la PHP Saint-Antoine, à Vicenne et puis la Pitié-Salpêtrière. Donc ça fait tout un cortège en fait, qui permet de façon cohérente d'adresser le problème sur des échelles de temps qui sont assez longues pour pouvoir, puisque c'est un travail de recherche, il faut que ce travail de recherche puisse être encadré sur des durées, pas juste 3 ans ou 4 ans. Et donc l'environnement qu'on a le permet. Notamment aussi, alors je le mentionne, on a des projets de recherche, là, dont un qui nous intéresse particulièrement, qui va être un projet phare. C'est sur le projet ANR qui s'appelle l'ANR OPED, dont l'objectif est de développer des nouveaux marqueurs spécifiques avec des éclairages un peu particuliers, notamment dans les UV, pour étudier les globules blancs et comprendre un peu mieux comment ils réagissent. Et donc pouvoir amener des batteries d'examen supplémentaires qui ne sont pas possibles actuellement à cause des préparations des échantillons qui sont utilisés pour observer ces frottis. Pour clarifier vos propos, ANR, Agence nationale de la recherche, et le nom du projet OPED, optique, physique, avec intelligence artificielle pour le diagnostic. Pour finir, quel avenir voyez-vous pour l'imagerie calculatoire ? Je pense que c'est un vrai tournant là, qui est en train d'être pris avec ces imageries calculatoires. On en a vu des exemples, par exemple pour la première image du trou noir qui a été réalisée il y a quelques années maintenant. Dans le domaine médical, c'est à la fois une histoire qui est ancienne, puisque les premières images de tomographie ont été faites par ces approches-là. Mais avec les capteurs et puis les possibilités technologiques, on est capable d'aller beaucoup plus loin maintenant. Et donc ça va se déployer sur plein d'applications différentes. C'est un axe de développement qui est très important. Donc évidemment, on cherche à faire des systèmes de microscopie qui vont être les plus performants possibles. Mais aussi, on s'intéresse à des usages. Par exemple, de l'imagerie sans lentille. Comment est-ce qu'on fait pour faire des microscopes ultra compacts pour pouvoir faire des laboratoires très petits qui peuvent être déployables de façon légère en campagne et puis sur les différents territoires. Pour donner un autre exemple, on peut penser notamment aux approches du MIT sur les questions de vision. Puisque actuellement, quand on a un problème de vision, ce qu'on met aux patients, c'est des lunettes. Dans ces problèmes d'imagerie, plutôt que de mettre les lunettes sur le nez du patient, en fait, c'est ce qui est en train d'être développé, c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est de mettre des lunettes sur l'écran de façon à déformer la lumière qui sort de l'écran pour que quand elle arrive sur l'œil qui est malade, de façon à avoir une image nette. Ça change complètement les problèmes,
puisqu'on est capable de manipuler les photons de façon beaucoup plus précise et de faire des calculs par-dessus pour savoir comment les déformer ou les décoder. Les possibilités sont tellement grandes que ça change la position du problème par rapport à ce qui existait avant. Enfin, je crois. Merci Yannick Gottesman d'avoir accepté de partager vos recherches et de nous avoir permis de mieux comprendre vos travaux sur l'optique et l'imagerie calculatoire. Je vous rappelle que Science Num est un podcast soutenu par le Carnot Télécom et Société Numérique. Si vous êtes intéressé par la recherche dans le domaine du numérique, vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt.